Bonjour et bienvenue, vous êtes sur iNews Mobility, le média 100% dédié à l'écosystème des mobilités. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir dans le cadre de nos grandes interviews Pierre Auboin, qui est directeur du département infrastructure et mobilité de la Banque des Territoires. Bonjour Pierre Auboin. Bonjour Yves, merci pour votre accueil. Alors si vous voulez bien, nous allons démarrer de manière pas très originale par une séquence plutôt identité. Donc savoir qui êtes-vous? J'ai vu que vous aviez un diplôme de l'ESSEC. Vous avez par ailleurs exercé depuis 30 ans. Alors, j'ai vu plein de secteurs d'activité dans les mobilités, pas dans les mobilités un petit peu. En fait, surtout dans tout ce qui est tous les métiers qui sont en gros entre, si je dis pas de bêtises, dans le croisement entre la finance et l'intérêt général. Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai commencé. Enfin, le fil rouge de ma carrière professionnelle, c'est autour de fonctions financières. J'ai été auditeur, consultant, gestionnaire de participation, directeur financier et investisseur aujourd'hui. Donc c'est effectivement mon domaine de prédilection, mais j'ai effectivement croisé et cédé au charme de l'intérêt général. D'abord, lors de mes études à l'ESSEC, j'ai suivi les cours de la chaire d'économie urbaine, et donc c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup et qui a trotté dans ma tête pendant un certain nombre d'années. J'ai eu l'occasion de travailler très tôt sur des grands projets d'infrastructures de transport comme le tunnel sous la Manche en tant qu'auditeur. Et puis, j'ai recroisé progressivement les sujets de mobilité par le biais de la transition énergétique. Et aujourd'hui, à la Banque des Territoires, vous vous déclarez passionné par les enjeux donc, de la transition énergétique, et en particulier plutôt dans la mobilité. Alors, est-ce que c'est votre rôle et votre fonction, enfin votre fonction d'abord, et puis votre rôle donc aujourd'hui au sein de la Banque des Territoires dans ce cadre-là? Alors oui, effectivement, Olivier Sichel m'a confié la responsabilité d'animer toute l'action de la Banque des Territoires en matière de mobilité avec nos différents modes d'intervention. Cet intérêt de la Banque des Territoires pour agir dans le domaine de la mobilité, il est vraiment intimement lié, on va dire en majeur, aux enjeux de transition énergétique. La transition énergétique, c'est un des deux grands piliers de l'action de la Banque des Territoires. Et puis également lié aux enjeux de ce qu'on appelle la cohésion sociale et territoriale, ce qu'on pourrait appeler l'aménagement du territoire ou le fait que l'ensemble de nos concitoyens aient accès à des solutions de mobilité. Alors, transition énergétique, c'est uniquement pour la mobilité. Est-ce que vous intervenez dans le secteur du bâtiment, de la rénovation des bâtiments? Alors, la Banque des Territoires, oui, de manière plus globale, intervient dans la production d'énergie renouvelable, dans les réseaux de chaleur et froid, dans l'efficacité énergétique des bâtiments, en particulier des bâtiments publics, mais également des bâtiments industriels, tout ce qui est chaufferie industrielle. Et puis également, effectivement, dans le domaine de la mobilité, qui rappelons-le, est le sujet numéro 1 en termes d'émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Alors, la mobilité, pas uniquement routière, je suppose. Je suppose que vous travaillez aussi sur le rail, oui, sur tous les modes de transport. Vous travaillez avec quels moyens? Comment vous êtes organisé? Puisque vous êtes sur les territoires, donc je suppose que vous avez des antennes régionales, etc. Exactement. Alors, la Banque des Territoires a 35 implantations, donc plusieurs par région, y compris les Outre-mer. C'est très important pour nous d'être en situation de proximité par rapport aux territoires pour bien comprendre leurs enjeux et puis apporter des réponses le plus rapidement possible. Et nos collègues des directions régionales s'articulent avec les équipes du siège de la Banque des Territoires, dont je fais partie, qui essaient de centraliser les compétences en matière d'expertise, de savoir-faire, de montage financier, que ce soit pour des prêts au secteur public local ou pour des investissements dans diverses formes que nous faisons et sur lesquels on va sans doute revenir. Alors, si on devait hiérarchiser les priorités, alors est-ce que c'est les priorités ou est-ce que c'est ce qui demande le plus de financement? Comment c'est d'abord l'électromobilité, c'est comment vous hiérarchisez ça? Alors, au sein de la mobilité, notre objectif premier, c'est vraiment d'accélérer le basculement vers une mobilité décarbonée. Donc, on met vraiment le paquet en termes de financement vers tout ce qui va contribuer au report modal, parce que c'est un des moyens naturels de décarboner les mobilités, d'utiliser des moyens de transport collectif à motorisation électrique idéalement,
Deuxième moyen de mieux remplir les véhicules, ça va être par exemple autour des solutions de covoiturage, mais c'est vrai aussi dans les domaines de la logistique urbaine en particulier. Et puis enfin, de décarboner les véhicules eux-mêmes là où ils sont nécessaires. Donc si on pense par exemple aux flottes d'autobus dans les villes, ils sont encore majoritairement diesel. Diesel, et qui sont soit électriques, soit hydrogène. Voilà, donc basculer effectivement vers... Alors, il y a eu le GNV qui a été une première énergie de transition, bon, qui est un petit peu moins en vogue depuis la crise énergétique qu'on a connue avec l'envolée des prix du gaz. Et puis effectivement, l'électrique et l'hydrogène. Et est-ce que le secteur vous intervenez aussi au niveau du secteur, parce que pour décarboner, bon, il y a beaucoup, en France, on a beaucoup de camions français, mais on a aussi beaucoup de transit sur nos autoroutes. Le transport modal, c'est quelque chose pour ce qui est du fret, est-ce que c'est quelque chose qui reste un épiphénomène, un sujet dont on parle, qui revient, mais qui a priori a du mal à avancer? Alors c'est un sujet qui pâtit d'un certain nombre je dirais un peu de handicaps structurels. D'ailleurs, le premier des handicaps structurels, c'est qu'il y a très peu de dissuasion pour ce transport routier, transport international routier, comme on l'appelle. Contrairement à ce qui se peut passer en Autriche ou en Suisse. Voilà, alors peut-être verra-t-on un jour un retour d'une forme d'écotaxe poids lourd à une échelle, à une maille régionale qui pourrait permettre en particulier pour les régions transfrontalières de créer une forte incitation à basculer vers des modes décarbonés. Il y a le fer naturellement avec le transport de fret ferroviaire, le ferroutage, mais également le fluvial, il ne faut pas l'oublier. Il y a le projet du canal Seine-Nord-Europe qui est là pour essayer d'éviter que l'autoroute A1 soit remplie de poids lourds étrangers qui viennent d'Europe du Nord ou qui y vont. Est-ce que vous allez également sur il y a un regain en revanche sur tout ce qui est fluvial, enfin les canaux? Est-ce que c'est quelque chose qui là sont pas du tout décarbonés, quoi? C'est comme le maritime, c'est... Non, alors après il faut se souvenir que le transport fluvial est le transport, même avec une motorisation thermique, qui est justement le plus efficace en termes d'émissions ramenées à la tonne transportée. Donc il y a des projets auxquels nous avons participé, par exemple sur le réseau fluvial du Grand Est, donc que ce soit le Rhin, la Moselle. Effectivement, la région Grand Est a souhaité, avec un certain nombre d'acteurs locaux et avec Voies navigables de France, renforcer certains ports fluviaux. Et donc nous avons participé à des montages sous forme de CEMOP, qui est une forme particulière de société d'économie mixte combinée à des concessions. Et concrètement, c'est quoi? C'est pendant le transport où on change de l'énergie, ou si c'est déjà dans un premier temps, quand on est à quai, on est à l'électrique et on ne continue pas à consommer du fioul? Je dirais les deux, mon général. Effectivement, les deux composantes sont importantes. On travaille beaucoup sur les questions d'électrification à quai ou au sol, par exemple, également pour le transport aérien, que les avions qui sont en escale soient branchés sur le tarmac, sur le tarmac effectivement à un câble électrique, plutôt que de faire tourner leur moteur auxiliaire à l'arrière en brûlant du kérosène. Mais c'est effectivement la même chose pour les ports, d'ailleurs, qu'ils soient maritimes ou fluviaux. Et puis il y a aussi la décarbonation des moyens de transport eux-mêmes. Et donc effectivement, par exemple, nous avons investi dans une barge hybride qui permet des livraisons de colis encombrants, les cuisines Ikea ou autres, en centre-ville de Paris, avec donc une barge qui arrive en motorisation électrique, qui a plusieurs arrêts le long de la Seine, et ensuite le dernier kilomètre est fait en triporteur électrique. D'accord. J'ai vu que la Caisse des dépôts, donc votre maison mère, disposait d'un institut de recherche. Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous bénéficiez du même? Et à quoi sert-il? Alors effectivement, cet institut pour la recherche, il est vraiment très en amont. On a coutume de dire depuis nos lointains prédécesseurs, puisque la Caisse des dépôts a plus de 200 ans aujourd'hui, que la Caisse des dépôts a pour vocation d'être sur la brèche, au sens d'être toujours en anticipation des nouvelles vagues de besoins d'équipement des territoires qui vont arriver, et ce bien avant la création de la Banque des territoires. Donc c'est vraiment dans notre ADN d'essayer de comprendre les tendances émergentes, les défis auxquels sont confrontés les territoires, que ce soit pour, si on zoome uniquement sur la transition écologique, il y a le volet
le volet effectivement consistant à atténuer les effets du changement climatique, donc réduire les émissions. Et puis il y a le volet d'adaptation au changement climatique qui est aussi un fort enjeu, qui d'ailleurs impacte également les infrastructures, les modes de déplacement également. Alors c'est quoi l'adaptation au changement climatique ? Alors d'abord, c'est la résilience des infrastructures, parce que une voie ferrée, par exemple, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière lorsqu'il y a un épisode caniculaire à plus de 40 degrés. C'est également la question naturellement de la résistance à des épisodes d'inondation, de glissement de terrain, etc. Alors, est-ce que la Banque des Territoires est partenaire vous le savez, parce que c'est bientôt, les partenaires des JO 2024. Oui, alors on a été effectivement... Et qu'est-ce que vous faites de particulier ? On a été effectivement de longue date partenaire de l'organisation des Jeux de Paris 2024, et nous venons de livrer avec plusieurs donc, de nos filiales qui étaient impliquées, comme CDC Habitat, ICAD, etc. Nous venons de livrer le village des athlètes à Saint-Denis, effectivement, qui a été inauguré par le président de la République il y a quelques semaines, et qui est effectivement une contribution importante. Nous finançons par ailleurs également le Grand Paris Express. Alors même si toutes les lignes de métro du Grand Paris Express ne sont pas prêtes pour les Jeux Olympiques, nous participons également au financement de cette nouvelle infrastructure de transport. Et est-ce que, toujours comme la Caisse des dépôts qui pratique le mécénat, vous faites aussi du mécénat ou pas du tout à la Banque des Territoires ? Alors, pas au niveau de la Banque des Territoires, c'est géré centralement au niveau de la Caisse des dépôts. Par exemple, nous sommes le principal mécène du théâtre des Champs-Élysées. Le volume global, enfin le budget global de la Banque des Territoires, c'est combien ? Et est-ce que c'est en croissance ? Est-ce que ça progresse ces dernières années ? Enfin, c'est quoi le rythme ? Ou est-ce que là, on a une enveloppe qui convient ? Alors, le budget pour un établissement financier comme le nôtre, c'est un petit peu particulier. C'est la force de frappe dont on dispose chaque année pour injecter de l'argent frais dans les territoires pour bâtir et réaliser de nouveaux projets. Donc ça se compte essentiellement dans les deux grands pans de nos modalités d'intervention, qui sont les prêts au secteur public local, au secteur du logement social. L'an dernier, on a prêté 16 milliards d'euros, c'est un niveau record, et c'est à partir des ressources de l'épargne réglementée, donc essentiellement du livret A et du livret de développement durable et solidaire. C'est un niveau record pour lequel on peut continuer, je dirais, sur un rythme soutenu pour les prochaines années, dans la mesure où il y a toujours une forte collecte de cette épargne réglementée. Et puis, il y a la partie investissement. L'an dernier aussi, année record, 2,5 milliards d'investissement pour la Banque des Territoires. Investissement en fonds propres dans des sociétés de projets, des sociétés immobilières, des sociétés qui exploitent différents services essentiels dans les territoires. Et ces investissements, ils sont générés et ils sont financés sur nos ressources propres, et notamment les résultats que nous accumulons au fil du temps et que nous ne reversons pas à l'État sous différentes formes. D'accord. Alors, on a parlé des énergies, on a parlé de la décarbonation. Il y a aussi un sujet important, c'est tout ce qui est... alors, c'est les AOM, donc les autorités organisatrices de mobilité en France. Est-ce que vous les aidez ? Est-ce que vous les financez ? Et après, on parlait des métropoles tout à l'heure, on a évoqué les métropoles. Bon, normalement, elles devraient toutes fonctionner avec un système MaaS. Est-ce que sur les systèmes MaaS, c'est quelque chose que vous regardez, que vous suivez, que vous financez aussi ? Est-ce que sur ces deux sujets, vous travaillez sur ces deux sujets, mais est-ce que vous y participez d'une manière financière et à quelle hauteur ? Alors effectivement, on travaille beaucoup avec les autorités organisatrices de la mobilité, d'ailleurs qu'elles soient régionales, donc les régions elles-mêmes. Parce que c'est compliqué, ça dépend Il y a un millefeuille, c'est pas toujours réparti de la même façon. Il y a un millefeuille territorial avec, on va dire, deux grandes mailles principales, donc les régions, AOM régionales, et puis les regroupements donc, de communes, que ce soit des métropoles, des agglomérations, des communautés urbaines ou des communautés de communes, y compris en milieu rural. Notamment, celles-ci ont eu la possibilité en 2021 de choisir ou de prendre ou non la compétence mobilité en application de la loi LOM. Et donc aujourd'hui, on a, pour faire simple, à peu près la moitié de la France
la moitié nord de la France où les communautés de communes, y compris rurales, ont la compétence mobilité, et une moitié sud où seules les grandes métropoles et agglomérations ont la compétence au niveau local et où c'est la région qui gère les sujets de mobilité pour le milieu rural. Donc on les accompagne de différentes manières. On les accompagne en ce qu'on appelle ingénierie, en ingénierie de projet. Donc on va participer par exemple au financement d'études ou de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour que les AOM aillent plus vite dans la genèse de leur projet, donc pour prendre leurs décisions d'investissement, pour structurer au plan juridique et financier leurs investissements. Deuxième mode d'intervention, c'est le financement. Et donc le financement, c'est le gros de la troupe, on va dire. Donc soit comme prêteur, on prête directement par exemple aux régions pour financer l'acquisition de rames TER, on prête à la métropole de Toulouse pour financer la troisième ligne de métro, ou comme investissement, qui est la partie dont je m'occupe plus particulièrement. Et donc là, effectivement, ça va être soit pour financer des sociétés de projet, financer des sociétés d'économie mixte que vont créer, ou des SPL que vont créer les collectivités. Et puis enfin, nous proposons, et ça rejoint votre question sur le MAS, nous investissons, et là on le fait je dirais, dans une logique plutôt d'envergure nationale. Nous avons investi dans un certain nombre d'opérateurs de services de mobilité dont on pense qu'ils sont parmi les acteurs français qui proposent les solutions les plus agiles, les plus frugales, notamment en termes de consommation de deniers des collectivités, pour leur permettre effectivement de proposer des services complémentaires des transports collectifs. Donc ça va être de l'autopartage, du covoiturage, du transport à la demande, des vélos en libre service et du MAS. Par exemple, nous avons investi dans Monkey Factory, qui propose une offre qui s'appelle Massify et qui permet effectivement de regrouper en une seule application toutes les solutions de mobilité d'un territoire. Et donc là, l'idée, c'est que les AOM puissent s'approprier ces solutions. Ça passe par des marchés de services, parfois simplement une autorisation d'occupation temporaire de l'espace public, par exemple pour installer une station de covoiturage ou d'autopartage. Alors, pour vous, c'est quoi le... Alors, je sais que ça change, ça évolue tout le temps, mais le bon mix énergétique aujourd'hui, est-ce qu'on peut caricaturer? Enfin, je vais caricaturer, puis vous préciserez. Les véhicules légers, bon, électriques, il n'y a pas de problème. Petits véhicules légers, les fourgonnettes du facteur, etc., des gens qui font des tournées, des artisans, c'est électrique. Alors, ça reste plus cher qu'un véhicule normal. Il y a encore toujours, même si on a dépassé les 100 000 bornes, il y a toujours un problème d'infrastructure qui n'est pas forcément bien réparti. Après, petits fourgons, fourgonnettes, alors c'est électrique, ça peut être encore électrique. Après, on disait tout ce qui est lourd et qui va loin, c'est forcément hydrogène. Et là, aujourd'hui, on voit que la frontière, elle bouge. On parle de camions, on parle de poids lourds électriques. On parle de poids lourds à 40 tonnes où on augmente la capacité de charge à 44 pour pouvoir mettre des batteries dedans. On parle il y a aussi, il y a l'hydrogène, on parle des carburants de synthèse, etc., qui peuvent être utiles pour faire du kérosène de synthèse, par exemple, pour les avions, parce que l'hydrogène, ça va peut-être être un peu compliqué, les batteries. Bon, on ne va pas pouvoir rajouter des tonnes, parce qu'à un moment, il faut bien qu'il décolle, l'avion. Donc, est-ce que c'est... Là-dessus, vous avez vis-à-vis de tous les gens avec lesquels vous travaillez, vous avez vous faites du conseil ou vous n'intervenez pas, vous financez ce qui vous paraît bien, mais voilà, il n'y a pas de... Alors, on n'agit pas, nous, directement en tant que Banque des Territoires comme conseil formel. Dans le conseil, voilà, on a une filiale qui s'appelle la CET, qui effectivement est spécialisée dans le conseil aux collectivités territoriales et en particulier qui s'appelle, pardon, aux AOM. La CET, ça s'écrit SCET. D'accord. Voilà. Mais donc pour ce qui est vraiment des équipes de la Banque des Territoires dont je fais partie, on partage nos points de vue, on partage surtout le retour d'expérience de ce que l'on voit dans d'autres territoires, dans les différents projets qu'on a pu financer.
et le dialogue que l'on a à l'occasion avec, par exemple, tous les partenaires industriels, développeurs, énergéticiens, etc., constructeurs avec qui on travaille sur ces sujets. Je pense que vous avez fait globalement un bon résumé. Peut-être les petites précisions que j'y apporterai, c'est de dire le véhicule électrique, quel que soit le segment dont on parle, l'enjeu numéro 1, c'est qu'il soit le plus compact et le plus léger pour être adapté à l'usage. La transition énergétique ne se traduira par un gain réel en termes d'émissions de CO2 que si on a des batteries les plus petites possibles dans les véhicules. Et donc c'est aussi un des enjeux de savoir réduire l'utilisation d'un véhicule au strict nécessaire en termes de taille, de poids et singulièrement de la taille de la batterie, puisque c'est lors de la construction du véhicule que vont se jouer le plus les enjeux d'émissions de CO2. Ensuite, en utilisation, bien évidemment, c'est extrêmement faible. Donc ça, c'est l'enjeu numéro 1. Et c'est vrai qu'on voit l'électrique gagner de mois en mois, je dirais, en termes de capacité d'action. Il y a sans doute encore également des améliorations des technologies de batterie à venir, qui vont sans doute arriver sur le marché d'ici 2 ans. Du ion sodium, ou des batteries solides qui vont encore changer la donne, mais qui vont encore amplifier, le cas échéant, le besoin de recharge rapide de forte puissance. Et donc c'est un sujet auquel on est très très sensible. On agit sur tous les fronts en termes d'équipement du territoire en bornes de recharge, que ce soit par exemple dans les immeubles collectifs, aussi bien les copropriétés privées que le logement social, avec une de nos filiales que l'on a créée à cet effet qui s'appelle Logivolt. On co-investit avec beaucoup de développeurs, d'énergéticiens pour des déploiements de bornes de recharge ouvertes au public sur des parkings privés, donc ça va être des parkings d'hypermarchés, de restaurants, d'hôtels, etc. Et puis on est au chevet également des collectivités territoriales. Alors là, c'est un peu une exception, ce sont souvent les syndicats départementaux d'énergie qui ont la compétence pour déployer des bornes de recharge sur la voirie, parce qu'en fait, il faut d'abord, d'une part, il y a des besoins de recharge pour les visiteurs d'un centre-ville, par exemple, si vous venez faire des courses ou des formalités administratives ou accéder à la santé, à la culture en centre-ville, vous pouvez trouver un intérêt à avoir une recharge semi-rapide pour regagner 50-100 km d'autonomie pour pouvoir terminer votre semaine sereinement. Et puis également, il y a le sujet de tous nos concitoyens qui n'ont pas d'accès à un parking privatif. Quand on n'habite pas en logement individuel, ou même parfois on habite dans une maison de ville, dans un quartier ancien, on n'a pas forcément de place de parking, ou même un petit immeuble ancien, il n'y a pas de parking souterrain. Donc comment on fait pour se recharger? Et là, il y a un enjeu de recharge à un tarif abordable, parce que la recharge, plus elle est rapide, plus elle est chère, plus l'électron coûte cher, parce que l'appel de puissance est plus difficile à gérer sur le réseau électrique. Et si on va jusqu'à l'autre extrême du spectre, qui sont effectivement les tracteurs poids lourds, là, effectivement, il y a des études récemment publiées qui disent qu'on estime à horizon 2030-35 le besoin de puissance en pic pour la recharge des poids lourds à 1 gigawatt, c'est-à-dire c'est une tranche nucléaire. Il faudrait dédier sur le parc nucléaire français une tranche à la recharge des poids lourds à un instant T. Alors l'hydrogène a une vocation et une utilité dans tous les usages intensifs, c'est-à-dire partout où le véhicule doit tourner en permanence, parce que le gros intérêt, c'est qu'on fait le plein d'hydrogène en quelques minutes et on n'a pas le sujet effectivement de la puissance de recharge. Et puis sur le plus long terme, on peut imaginer qu'on devra se poser des questions sans doute aussi sur justement tout l'impact environnemental de la construction de batteries. Et l'intérêt dans un véhicule hydrogène, c'est qu'on construit un véhicule avec un réservoir vide plutôt qu'une batterie pleine. Donc, au plan environnemental, la construction d'un véhicule à hydrogène est beaucoup moins émettrice de CO2 que celle d'un véhicule électrique. Puis quand on le mélange avec du CO2, on peut faire des carburants de synthèse. Exactement. Alors, justement, par rapport à tout ça, si vous aviez une baguette magique, là, aujourd'hui, vous diriez, moi, avec ma baguette magique, je puis là et je déclenche. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de déclencher ça tout de suite. Alors, je risque de vous décevoir, parce que si j'avais une baguette magique, j'essaierais d'inciter toutes les AOM de France et de Navarre, si j'ose dire, à déployer un bouquet complet de solutions de mobilité
pour obtenir justement un basculement massif en termes d'usage et en termes de décarbonation. C'est un des enjeux, c'est une des difficultés dans la mobilité. Leur job, en fait, oui. C'est qu'il n'y a pas de taille unique, il n'y a pas de solution unique. On ne peut pas mettre tout le monde à vélo, on ne peut pas mettre tout le monde en covoiturage, on ne peut pas mettre tout le monde dans un tramway ou dans un bus électrique. Ça dépend des usages. Ça dépend de l'équipement du territoire pour des raisons budgétaires. Si on pouvait mettre des lignes de bus régulières dans les 35 000 communes de notre pays, ça serait. Pourquoi on ne le fait pas? C'est parce que budgétairement, ça coûterait une fortune et personne ne serait prêt à payer pour le coût complet que ça représenterait. Donc il faut absolument déployer une politique globale avec un ensemble de mesures donc, qui va comporter bien sûr un compartiment transport collectif, des véhicules partagés, une place plus importante faite au mode doux, au covoiturage, donc gérer l'utilisation, la priorité dans l'utilisation de la voirie pour donner la place belle effectivement aux mobilités douces, aux véhicules partagés, au transport collectif. Voilà, c'est tout un faisceau d'actions, à la fois incitatives, dissuasives, qui vont permettre d'obtenir véritablement un basculement des usages. Sinon, on restera dans le paradigme actuel qui est l'autosolisme. Alors, s'il est en véhicule électrique, ce sera peut-être un peu mieux en bilan carbone. Et encore, si tout le monde roule avec des SUV électriques, ce ne sera pas forcément formidable. Mais voilà, donc ma baguette magique, c'est d'essayer de mettre en place ces programmes complets, cette palette complète de solutions dans tous les territoires. Alors, il y a ce que vous voulez faire tout de suite, puis qu'est-ce qui vous aussi, d'un autre côté, vous agace et bloquant, fait que ça n'avance pas vous voudriez aussi, là, quelque chose qui est stupide, qui fait que ça bloque. Bon, il y a deux choses qui m'agacent. Bon, il y en a une qui est un peu en contrepoint de ce que je viens de dire. Ouais. C'est effectivement, dans certains territoires, parfois, on voit effectivement des exécutifs qui pensent avoir traité le sujet avec une mesure. Voilà, j'ai mis des vélos partagés ou j'ai créé des pistes cyclables. Oui, c'est de la Libye, quoi. Voilà, où effectivement, c'est pas ça qui va changer fondamentalement à l'échelle de la population de leur territoire les usages de façon massive. Ça, c'est le premier agacement. Le deuxième agacement, mais ça, c'est malheureusement un challenge dans tous les domaines de la transition énergétique, mais c'est particulièrement vrai dans la mobilité. La mobilité au quotidien, fondamentalement, c'est une histoire de charge mentale. Pourquoi beaucoup de gens ont recours à l'automobile individuelle alors qu'il existe d'autres moyens de transport? C'est parce que finalement, c'est assez confortable. On est à l'abri, on n'a pas trop chaud, pas trop froid, on n'a pas de sujet de crainte en termes de sécurité, on sait qu'on peut aller du point A au point B. Voilà, toutes les solutions alternatives, quand on y regarde bien, elles sont moins confortables et on court un petit risque de ne pas avoir le bus, de faire une chute en vélo ou de prendre la pluie, etc., etc. Voilà, donc il y a toujours un inconfort supplémentaire. Et donc ça veut dire qu'il faut inlassablement rappeler que tous les jours, quand on se déplace, on contribue, si on n'y fait pas attention, au réchauffement climatique de façon significative. Encore une fois, c'est le sujet numéro un. Et c'est vrai que quand on voit des résistances, des résurgences d'opposition au changement, etc., qui se font régulièrement dans ce domaine, dès qu'on prend des décisions sur le prix des carburants, sur la circulation, etc., en fait, c'est parce que tout un chacun a tendance à oublier que voilà, chaque jour où il se déplace, il contribue au réchauffement global de notre planète. Alors, on en arrive sur la fin de cette interview. Est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose, de sortir quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit scoop ou vous n'avez pas le droit un petit scoop, c'est qu'on est en train de finaliser la création de plusieurs plateformes d'investissement dans les bornes de recharge avec plusieurs partenaires développeurs et énergéticiens. J'ai déjà évoqué brièvement le sujet tout à l'heure, mais effectivement, nous sommes aujourd'hui sans doute l'acteur français qui est présent dans le plus grand nombre de plateformes d'investissement. On a déjà investi avec, par exemple, Douaisienne Basse Tension pour la création d'une plateforme qui s'appelle R3. On a investi avec Green Yellow, qui est un développeur d'énergie renouvelable. On a annoncé il y a quelques semaines un investissement avec Electra, qui est aussi un des développeurs très actifs. Et je vous invite à suivre l'actualité parce que voilà, dans les tout prochains jours, on va annoncer encore plusieurs autres créations de plateformes dans ce domaine. Vous connaissez Virta? Oui, tout à fait. Qui est finlandais et qui a une espèce
de gestionnaire d'un giga un giga réseau de bornes. Ils peuvent intervenir, ils sont dans 30 pays, ils peuvent intervenir en 6 secondes sur une borne qui est à l'autre bout de l'Europe. Des gens aussi comme ça, les réseaux intelligents, parce qu'il va falloir, il va falloir véhicule to grid aussi, voilà, qui est une perspective intéressante. Est-ce que là-dessus, vous réfléchissez, vous travaillez, vous réfléchissez sur justement d'investir dans ces réseaux intelligents de régulation de la puissance électrique? Oui, tout à fait. On intègre avec les partenaires avec qui on travaille sur ces sujets la préparation ou le fait d'être compatible avec justement le véhicule to grid, donc la capacité à vider une batterie pour restituer de l'électricité sur le réseau électrique. Parce que bien évidemment, ce sera une des solutions d'équilibrage des réseaux électriques importantes dans plusieurs années. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'usage, les premiers courageux possesseurs de véhicules électriques ont un peu d'appréhension à l'idée de se dire je cherche à recharger ma batterie, et si finalement on me la rend moins chargée que ce que je le pensais, voilà, c'est pas tout à fait. Enfin, en tout cas, on n'en est pas encore tous à la sérénité collective pour se dire que. Et puis tous les véhicules ne le permettaient pas jusqu'à présent. Oui, effectivement, oui, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien évidemment quelque chose qu'on intègre. Par exemple aussi, quand avec un acteur comme CIUSUN, avec qui on finance la création d'ombrières photovoltaïques sur les places de parking, on veille à prééquiper ces places de parking avec la capacité de brancher des bornes de recharge au fur et à mesure que les véhicules électriques vont se généraliser dans le parc. Alors, dernière question. Vous, à titre perso, comment vous pratiquez la mobilité dans le cadre de votre travail, de vos loisirs, de vos vacances? Si vous me dites que vous prenez la voiture tout le temps, non, alors ça ne va pas marcher. Non, alors pour mon activité professionnelle et même mes week-ends à Paris, je n'ai pas de véhicule personnel. Donc, voilà, transport en commun. Transport en commun, vélo, assistance électrique. Voilà, j'utilise d'autres solutions de véhicules partagés également, scooters électriques, etc. Et puis, lorsque je me rends régulièrement dans ma lieu de villégiature favori, j'utilise un véhicule thermique d'occasion, mais je me suis promis que c'était le dernier et que le prochain serait électrique dès que je pourrais justement sur place trouver une borne. Vous y allez en train et après vous prenez votre véhicule. Exactement. Qui est un essence. Essence, oui. Ouf. Bon voilà, on essaie d'être cohérent quand même avec ce à quoi on croit dans l'activité tous les jours. La Banque des Territoires, je crois, a une devise qui est « Ensemble faisant grandir la France », semble-t-il. Vous avez une devise ou pas du tout? Alors, ça, c'est la devise de la Caisse des dépôts. La devise de la Banque des Territoires, plus précisément, c'est « L'intérêt général a choisi sa banque ». C'est pour ça que tout à l'heure, on a corrigé, on a mis « intérêt général ». Voilà. Et puis, effectivement, une devise personnelle, c'est que je pense qu'il faut croire à la capacité à changer les usages. Quand on regarde ce qui s'est fait dans le domaine des télécommunications, par exemple, par rapport au monde dans lequel on a grandi les uns et les autres, voilà, à l'échelle d'une génération, on peut changer les usages. Moi, je rêve de voir nos villes et nos campagnes plus silencieuses, avec une atmosphère plus respirable, parce que le véhicule électrique, c'est bien, en tout cas s'il est suffisamment petit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est bien au plan environnemental, mais c'est très bien aussi au plan de la santé publique et de l'agrément. Et je pense qu'on se rend pas suffisamment compte de tout ce qu'on y gagnera collectivement quand on aura effectué cette transition. D'autant que quand on regarde les derniers chiffres, tout ce qui est polluant, c'est-à-dire les particules et les NOx, notamment les NOx, ont baissé. Mais il faut rester prudent. Voilà, il reste quand même, et c'est d'ailleurs le gouvernement a confirmé la liste des ZFE, voilà, pour lesquels les vignettes critère 3 seront exclus. En revanche, le réchauffement, lui, il continue. Voilà, le réchauffement, il continue malheureusement. OK. Bien, on arrive au terme de ce rendez-vous. Donc un grand merci à notre invité du jour, Pierre Auboin. Pour sa franchise, voilà, pour des réponses claires et précises. Merci également à l'ensemble des auditeurs et spectateurs. Merci de nous suivre sur anewsmobility.fr. Merci à vous tous et à très vite pour un nouvel épisode de notre saga avec la Banque des Territoires qui, elle, traitera plus volontiers du poids lourd, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Merci à vous tous et à bientôt.
sur anewsmobility.fr.